As soccer takes center stage this summer, Comcast helps bring the experience home to America. As the exclusive Spanish-language home of the tournament in the U.S., Telemundo is set to present its most expansive coverage ever. 700 hours of programming, live on-site presence at all 104 matches. And with multi-view and real-time 4K, Xfinity will deliver the most innovative and immersive sports viewing experience for fans watching on Telemundo, Peacock, Fox, and FS1. Learn more at ComcastCorporation.com. Hey, it's Bill from the Bill Simmons podcast. FIFA World Cup 26 fans, listen up. As the official beer sponsor of the FIFA World Cup 26, Michelob Ultra is giving away $1 million worth of FIFA World Cup 26 tickets and prizes. Enter now at MichelobUltra.com/superior access/FIFA World Cup 26. Michelob Ultra FIFA World Cup 26 superior access. No purchase necessary. Open U.S. residents 21 plus begins on December 1st, 2025. Ends on July 31st, 2026. Multiple entry periods. Visit www.MichelobUltra.com/superior access/FIFA World Cup 26 for free entry deadlines, prizes, and details. Salut à toutes, salut à tous. 13e étape du Tour de France aujourd'hui. D'abord, un petit coucou, un petit merci à un nouveau donateur sur Tipeee.com, Stéphane, qui a un petit message en plus à faire passer. Il me dit qu'il ne manque plus que les micro-trottoirs sur les grandes boucles et que mon format serait alors parfait. Alors, je ne sais pas qui est ce Stéphane, mais il m'a l'air un petit peu exigeant quand même, si en plus je dois faire des micro-trottoirs. Pour l'instant, je fais le podcast, je fais bien sûr mes petites vidéos sur Instagram, YouTube, Facebook et compagnie. Et je sais qu'elles ont un petit succès, elles plaisent pas mal. Mais là, c'est le podcast, c'est la course, donc 13e étape, une étape, c'est la plus longue. La plus longue de tout ce Tour de France, 206 km entre Dole et Belfort. Toute plate pendant 150 km. Et puis ensuite, 2 ascensions. Le col des Croix, 5 km à 5%. Une courte redescente dans laquelle je suis actuellement posé, garé. Je vais donc voir les coureurs passer devant moi à fond dans cette descente. Et puis ensuite, immédiatement après, on enchaîne avec l'ascension du Ballon d'Alsace, 9 km à 7% de moyenne. Et ensuite, ce sera en gros 30 km de descente jusqu'à l'arrivée. C'est donc une étape parfaite pour des échappés, également pour des très bons descendeurs qui pourraient faire la différence plutôt dans la descente que dans la montée du Ballon d'Alsace. A priori, ça ne sera pas pour les coureurs du classement général, donc plus pour des baroudeurs, une échappée, avec quand même des bons grimpeurs, parce qu'il faut le franchir, ce Ballon d'Alsace. Mais auparavant, c'est tout plat sur 150 km, et donc c'est plutôt des rouleurs qui ont tendance à s'échapper sur ce genre de profil. Donc voilà, plein de choses possibles. Pourquoi pas aussi un Mats Pedersen qui pourrait avoir son mot à dire, Mathieu Van Der Poel aussi, déjà 2 vainqueurs d'étape, ou sinon des coureurs de classement général, mais déjà bien distancés, type Ben O'Connor, Guillaume Martin, Michael Storer. Peut-être ce genre de profil que l'on attend aujourd'hui pour cette 13e étape. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, on est parti, le kilomètre 0 pour cette étape. Évidemment, ça a bataillé. Ça a bataillé pendant longtemps pour prendre l'échappée, c'est certain. Il y aura beaucoup de coureurs motivés, peut-être trop. Et ça pourrait aussi mettre en danger à cette échappée si ça met 80 km à partir. Et peut-être que les favoris, et notamment l'équipe de Tadej Pogačar, va se dire et si on allait aussi la chercher, celle-ci, en durcissant la course dans le Ballon d'Alsace. Pour l'instant, on commence sur un rythme très élevé. C'est même pas des véritables attaques. On sent qu'il faudra être patient, ne pas user ses cartouches trop vite. Et donc, ça roule sans vraiment attaquer pour l'instant dans ce début d'étape. Et puis, des conséquences après la chute d'hier dans le final avec 3 abandons, dont celui, évidemment, de Fernando Gaviria, ainsi que de Jenno Bergmoes pour la Lotto Intermarché. Et puis, Fritz Bisterbos pour la Team Postenel est aussi non partant, bien que lui n'a pas été pris dans cette chute finale. Dorian Godon, qui avait été durement touché, notamment, continue l'aventure, mais on va voir ce qu'il en sera aujourd'hui, ça risque d'être compliqué. 5 premiers coureurs qui ont pris un petit peu d'avance sur le reste du peloton, une quinzaine de secondes pour Kasper Asgreen de l'IF, Michal Kwiatkowski de la Net Company Neos, Louis Vervac de la Soudal Quick-Step, Gorg Zimmermann de la Lotto Intermarché, Alex Kirch de la Cofidis. Dans le peloton, on a vu l'XDI Astana Team tenter de rouler, ils ont mis personne à l'avant, et là c'est Nils Politt qui prend déjà la tête du peloton. Très certainement pour dire que voilà, nous on est content avec 5 coureurs à gérer, pas de soucis, personne de dangereux au classement général. Mais ça serait très étonnant que là on est parti depuis moins de 10 km, l'échappée soit déjà faite avec seulement 5 coureurs. Non, ça a forcément relancé à un moment donné. C'est fini pour le groupe de 5, il y avait trop d'attaques derrière.
qui finalement, les ont ramenés. Plus d'échappées, on est parti depuis 30 km. Ils ont tenu 20 km à l'avant avec 10-15 secondes d'avance, mais finalement ils sont repris. On a eu des attaques là de Romain Grégoire, de Ben Illy. Là, c'est un coureur de la NSN, suivi par Benjamin Thomas. Mais ça suit bien. Et puis on a vu la Team Emirates, Nils Politt, suivre beaucoup de mouvements, éviter qu'il y ait une échappée un petit peu trop nombreuse à l'avant. On se demande un peu pourquoi, parce que il y a tellement d'écart au général pour Tadej Pogačar qu'il n'y a vraiment aucun danger de laisser partir même 15 coureurs. En tout cas, comme prévu, ça prend du temps. Et c'est toujours pas fait. Attention, on a un gros groupe là qui a pris un peu d'avance. Un groupe de 37 coureurs a priori, où il y a beaucoup d'équipes évidemment représentées. On a même des coureurs de la Team Emirates avec McNulty et Tim Wellens. On a Campenard et Per Strand-Hagenes pour la Visma. Coureurs intéressants, Ben Illy et Michael Valgren pour l'IF. Matej Mohoric, Kevin Vauquelin, Mauro Schmidt, George Bennett, Yannis Aguirre et Alex Aramburu. Tom Pidcock est là avec 3 équipiers. Quentin Hermans, Xandre Maurice et Fred Wright. Romain Grégoire est aussi là. Et là aussi, il y a 4 coureurs pour la Groupama FDJ. On a Julien Alaphilippe et Marc Hirschi pour la Tudor. Jordan Jegat également là. Quelques équipes absentes, notamment l'Uno-X Mobility de Tobias Aland Johannessen. Et c'est cette équipe qui roule dans le peloton parce que là, il y a 13 secondes d'écart entre ce groupe de 37 et le peloton. La Carrarua a aussi raté le coup, ça c'est assez étonnant. La Lotto Intermarché, la Soudal Quick-Step, la Decathlon CMA CGM et la Lidl Trek ne sont pas représentées non plus. 6 équipes non représentées. Et à l'avant, la Groupama FDJ et la Pinarello ont 4 coureurs. On a aussi 3 coureurs pour la Cofidis, 3 pour la Tudor, 3 pour la Movistar, pour la Total Energy ou pour l'Alpecin Première Tech. Il y a un gros bras de fer là, engagé entre l'échappée à l'avant et le peloton, mais rien n'est fait encore. Et la Lidl Trek, ils ont roulé la Lidl Trek, ils ont personne à l'avant. Le maillot vert de Mats Pedersen est un petit peu en danger parce qu'il y a Jasper Philipsen qui lui est à l'avant. Quinn Simmons, Carlos Verona, Derek G, ils ont tout donné. Mats Pedersen aussi. Mais là, l'écart qui n'est pas grand encore, que 20 secondes. Quel bras de fer entre la Lidl Trek et le groupe de 37 à l'avant. Mais la Lidl Trek qui finalement baisse pavillon et ne veulent pas non plus perdre toute leur force dans cette poursuite. Là, on a un coureur de l'Uno-X qui n'est donc pas à l'avant, qui attaque, Magnus Cort, mais il est immédiatement suivi par Nils Politt, il ne sortira pas. L'Uno-X, ils auraient mieux fait de venir aider la Lidl Trek, franchement, à 2 équipes. Ils seraient peut-être revenus sur la tête de la course, mais là, voilà, l'écart qui augmente, 30 secondes d'avance. On tient probablement notre échappée, 37 coureurs. Et il y a de grandes probabilités pour que le vainqueur de l'étape du jour se trouve parmi ces 37. L'écart qui est maintenu à 2 minutes pour le peloton, toujours mené par la Team Emirates. Parce qu'attention, il y a Tom Pidcock à l'avant, c'est lui le mieux classé du groupe de 37. 11 minutes et 49 secondes. Il y a de la marge, mais voilà, avec 3 équipés, il se place comme le favori pour la victoire d'étape désormais, Tom Pidcock. Et puis on a un groupe d'intercalés, un groupe un petit peu de battus. Quand la Lidl Trek a arrêté de rouler, certains sont partis en attaque là dans l'initiative de Magnus Cort. Mats Pedersen a suivi ce mouvement, Casper Asgreen, Davide Ballerini, Michal Kwiatkowski, Joshua Tarling, Ben O'Connor avec Matthews et Luc Plapp. 3 bons coureurs là de la Jayco Alula. L'Uno-X avec Jonas Abramstede, donc Magnus Cort, William Guillermey, Joris Delbov, Clément Brasse-Afonso, des coureurs de la Carrarua aussi avec Oldani et Parra. Mais c'est un peu compliqué, ils sont pointés à 55 secondes. Ils sont entre les hommes de tête et le peloton. Et pas sûr qu'ils ne revoient jamais la tête de la course parce que bien sûr, on ne va pas les attendre devant. On va continuer de rouler le plus fort possible. Et en plus, on voit beaucoup de gestes d'énervement dans ce groupe de poursuite. C'est une étape très tendue, très nerveuse, très rapide également. On est parti depuis 60 km. Il reste encore quasiment 100 km de plat avant la première des difficultés du jour. Et on va voir si cet écart va commencer à se creuser ou si la Team Emirates va maintenir un écart de seulement 2 minutes qui pourrait aussi peut-être rebattre les cartes pour l'arrivée finale. L'écart qui grandit joliment là, avec le peloton, 4 minutes et 20 secondes d'avance pour les 37 coureurs à l'avant. On est à 119 km de l'arrivée. Par contre, le groupe de contre, lui, d'une vingtaine de coureurs, toujours pointé à 40 secondes. Alors lui aussi, il a gagné beaucoup de temps sur le peloton. Par contre, il n'arrive pas à boucher là ces dernières centaines de mètres sur la tête de la course. Bien sûr, on ne les attend pas. La Q35 de Tom Pidcock et l'Alpecin Première Tech de Jasper Philipsen qui sont les plus motivés pour empêcher le retour de Mats Pedersen, notamment en vue du sprint intermédiaire du côté de
de l'équipe de Philipsen. Et puis du côté de l'équipe de Pidcock, on veut simplement rouler le plus vite possible, prendre de l'avance sur le peloton. Si on peut aussi éviter le retour de coureurs comme Ben O'Connor, Michael Matthews ou Luc Plapp, là vraiment le gros trio de la Jayco, ça serait aussi bien vu en vue de la victoire d'étape. Mais on est encore très loin des premiers reliefs et de l'ascension du col des Croix. Et finalement, le gros travail du groupe de contre qui va payer se rejoignent à l'avant. Alors là, on a une échappée massive, 58 coureurs à l'avant. C'est quasiment la moitié du peloton là qui est dans cette échappée de tête. Thomas Pidcock, toujours le mieux classé au classement général. Il va faire une bonne opération parce que là, on approche des 7 minutes d'avance pour ce groupe sur le peloton. On est encore à 89 km de l'arrivée. Là, c'est clair et net. La victoire, elle est devant dans ce groupe de 58. Pidcock, là aussi, se place comme le favori. Attention aux 4 super coureurs de la Jayco, O'Connor, Matthews, Plapp et Schmidt. Attention aussi au duo quand même de la Team Emirates, Tim Wellens et McNulty. Il n'est pas impossible que ce soit quand même un coureur de la Team Emirates qui s'impose aujourd'hui. On a Maxime Van Gils aussi pour la Red Bull Bora-Hansgrohe, ça peut être pas mal. Mats Pedersen, Jasper Philipsen, William Guillermey, eux ils sont là pour le sprint intermédiaire qui arrivera dans une vingtaine de kilomètres. Kevin Vauquelin, Matej Moric, très bon descendeur et la différence pourrait se faire en descente, donc attention à lui. Ion Izagirre, Raúl Garcia Pierna, George Bennett, Marc Hirschi, Julien Alaphilippe, même si on a vu que ces deux-là, ils sont plus vraiment le niveau d'il y a quelques années. Jordan Gegard, pourquoi pas, il a beaucoup d'équipiers. C'est l'équipe la mieux représentée, la Total Energy, avec 5 coureurs finalement à l'avant pour cette équipe. Donc intéressant. Il va y avoir du suspense, probablement aussi bientôt des attaques. Maintenant qu'ils sont 58, on va probablement tenter de faire une échappée secondaire. Là, on est bien trop nombreux pour que ça fonctionne bien. Il y a plein de coureurs qui se cachent évidemment. Donc ça ne va pas rester à 58 jusqu'à l'arrivée, ni même jusqu'au ballon d'Alsace. L'écart qui se stabilise enfin entre le gros groupe d'échappés et le peloton, stabilisé autour de 7 minutes, mais pas à cause de la Team Emirates. C'est une autre équipe qui d'un seul coup a pris les choses en main. Et comme souvent on le voit dans ce genre d'étape où une échappée part pour la victoire, c'est des équipes qui se battent pour le classement général. Et là, c'est la Bahrain Victorieuse qui défend la 9e place de Lenny Martinez, qui est mise en danger par Tom Pidcock. Il est même déjà doublé, parce qu'il y avait un peu plus de 5 minutes d'écart entre les deux hommes. Tom Pidcock qui est 10e du classement général et qui est désormais 9e. Mathias Kielmose ou Isaac Del Toro sont aussi sous la menace désormais de Pidcock. Il y a vraiment un gros coup à faire pour le Britannique, mais la Bahrain Victorieuse, même s'ils ont Matej Moric et Vlad Van Mechelen à l'avant dans l'échappée, ils roulent pour protéger Lenny Martinez. On va arriver là au sprint intermédiaire, le moment que Mats Pedersen attendait. C'est pour ça qu'il a travaillé comme un fou pour revenir sur la tête de la course. Il va pouvoir le faire, il va le disputer avec Jasper Philipsen et avec William Guillermey aussi qui est là. Ce sont les 3 premiers au classement du maillot vert. Ils sont tous les 3 là pour ce sprint. Donc il n'y aura pas de changement déterminant, quel que soit celui qui passera sur la ligne en premier. Et une fois ce sprint passé, attention, on va peut-être rentrer dans une phase de course un peu plus différente où on va là cette fois-ci voir des coureurs partir en contre, tenter de s'échapper, de prendre de l'avance aussi peut-être sur les meilleurs grimpeurs de ce groupe qui sinon vont lâcher tout le monde dans le ballon d'Alsace. Si on est plutôt un rouleur, il serait bon d'attaquer après ce sprint. Allez, c'est parti, c'est lancé avec Jasper Philipsen qui a un équipier qui le lance. Pedersen dans la roue de Philipsen, William Guillermey en 3e position. C'est parti, le duel entre les 3. Pour l'instant, c'est Jasper Philipsen qui va franchir la ligne en tête, mais c'est joliment battu. Mats Pedersen qui passe en 2e position, Guillermey en 3e position. Voilà, quelques petits points pris de plus pour Philipsen. Il sera disputé jusqu'au bout ce maillot vert entre ces 3 coureurs, là, ces 3 sprinteurs. Ça sera très intéressant. Et c'est peut-être le seul maillot qui sera intéressant à suivre, si avec celui aussi du meilleur jeune. Parce qu'on sait le maillot jaune, c'est pour Pogacar, probablement le meilleur grimpeur aussi. Donc voilà, maillot vert, ça sera une belle lutte. Et là, ils ont vraiment fait un gros sprint comme pour l'arrivée. Et c'est Jasper Philipsen qui s'impose. Jasper Philipsen, aucune victoire d'étape. Remporter le maillot vert à Paris, ce serait une bien belle consolation pour lui. Bon, personne qui n'attaque là dans ce groupe, dans cette échappée. Le train mis par la Pinarello Q36.5, qui est désormais la seule équipe à rouler, est trop soutenue pour que quiconque ne puisse attaquer. Et la Fred White, qui a fait un énorme boulot, se relève juste au moment où on attaque la première ascension du jour, ce col des Croix, 5 km à 4,7% de moyenne. On a aussi un premier distancé là, avec Thibaut Guernalec, l'équipier de William Guillermey, Tom Van Asbroek aussi. Voilà, on va avoir des premiers lâchés. Mais pour l'instant, ça se fait donc au train, pas à cause d'une accélération de qui que ce soit. Et puis,
pour l'instant, la Pinarello Q36.5 qui gagne son duel face au peloton. 7 minutes et 40 secondes d'avance désormais pour les échappés. Et fait pas doubler que Lenny Martinez, le top Pidcock au classement. Il double aussi Skelmose, Del Toro, Lipovic, même Paul Sexas et Juan Ayuso. Il pourrait, si l'écart continue de grandir, être 3e ce soir et doubler également Remco Evenepoel. Donc là, c'est un gros coup qui est en train de faire top Pidcock. Et dans le peloton, il n'y a toujours que la Bahrain Victorious qui roule, hein, la Lidl Trek, la Decathlon ou la Red Bull, malgré des places de perdu pour leurs coureurs, ne s'affolent pas. Are all batteries the same? That's like asking if all soccer players are the same. Take Messi, the most decorated player ever. Is there any other player who has achieved that? No, just him. Now take Duracell. Is there any other battery with power boost ingredients inside? No, just Duracell. Remember, goats only trust goats because they're built different. And Messi only trusts Duracell. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you are the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate. By automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Allez, la voilà enfin, la première attaque à 1 km du sommet. Elle est signée Ben Illy. C'est vrai que je ne l'avais pas cité parmi les principaux dangers du jour. Mais il est immédiatement suivi par Kevin Vauquelin, par Todd Pidcock et un équipier, Mark Hirschi. Ça n'aura pas fait de grande différence, même s'il y a eu quelques lâchés. Julien Alaphilippe, Edouard Plancart. Ça n'a pas marché. Il n'a pas surpris Ben Illy. Alors qu'on va arriver au sommet bientôt. Il y a 2 et 1 point. Il n'y a aucun des coureurs ici qui n'est intéressé pour le classement du maillot de meilleur grimpeur. Et donc c'est probablement en passant son relais, ou plutôt en menant tout seul le peloton, que Quinten Hermans, l'équipier de Thomas Pidcock, va passer en tête et prendre les 2 points. Pidcock dans sa roue va prendre un petit point. Désormais on va plonger dans la descente. Ils vont passer devant moi, ce petit groupe. Et puis ensuite ils vont grimper le ballon d'Alsace, qui devrait être beaucoup plus décisif. Ça y est, les voilà enfin, les choses sérieuses dans cette ascension du ballon d'Alsace. Là, on perd beaucoup de monde. Les sprinteurs, Girmay, Philipsen, Pedersen, c'est fini. Pour Romain Grégoire aussi, c'est trop dur. Pour Kasper Asgreen, pour Joris Delbov. Il reste encore une vingtaine de coureurs. Là, il y a des attaques. Jordan Jegat, Lars Kraps pour la Lotto qui tente d'y aller, suivi par Mark Hirschi aussi. Et Nicolas Broyard. A noter que Tom Pidcock, ça y est, il est tout seul. Là. Il n'a plus d'équipier. Par contre, on a le trio pour la Jayco, Matthews, Luc Plapp, Mauro Schmidt. C'est eux qui désormais font le train dans cette échappée et qui sont en surnombre. On est encore à 6 km du sommet. Et voilà, là, l'échappée réduite de 2 tiers. Et elle devrait être encore plus petite au moment de passer le sommet. Et le peloton, lui, pointé à 8 minutes 20. Donc là, Tom Pidcock, il est pour l'instant 3e provisoire. Et il pourrait, si ça continue, même prendre la place de Jonas Vingegaard en 2e position. Donc là, ça devient quand même inquiétant pour le peloton. Faut rouler. Ah ça y est, il en fallait une accélération là, parce que sinon Michael Matthews, qui est toujours dans ce groupe, il filait vers la victoire. C'est clairement l'homme le plus rapide. Et c'est Maxime Van Gils qui met cette belle accélération là. Et pour l'instant, personne qui n'arrive à le suivre. C'est Tom Pidcock qui fait la poursuite avec Vauquelin, avec Jegat. Alors que Michael Matthews, lui, a été légèrement distancé dans un groupe avec Yon Izagirre, avec Mark Hirschi, avec Michael Valgren, avec Tim Wellens. 3 km 300 encore du sommet. Et l'échappée qui se réduit encore. Clément Brassard-Fonso pour la Groupama FDJ est aussi toujours dans le bon coup. Il ne reste plus qu'une dizaine de coureurs à la poursuite de Maxime Van Gils, qui a seulement 2-3 secondes d'avance. Allez, au tour de Luc Plapp d'accélérer. Attention, il ne faut pas lui donner trop d'avance à l'Australien, parce que c'est vraiment le genre d'étape faite pour lui, ça. Mais Tom Pidcock, qui encore une fois est celui qui fait l'effort pour revenir. Il a Mauro Schmidt dans sa roue. Kevin Vauquelin, Harold Terrada qui est encore là aussi pour l'XDI Astana Team, Maxime Van Gils, Brandon McNulty pour la Team Emirates. C'est plus dur pour Clément Brassard-Fonso. On a encore Jordan Jegat et Nicolas Broyard aussi pour la Total Energy. Allez, Maxime Van Gils qui met une nouvelle accélération. Alors là, il y a vraiment beaucoup de monde au sommet. C'est assez impressionnant. Il faut dire que demain, on repassera par ces routes. Donc forcément,
Il y a pas mal de personnes qui se sont dit on va se mettre là, comme ça on sera bien placé pour les 2 jours. Moi j'y suis pas allé parce que j'arrive trop tard. Il n'y a jamais de place pour moi, tous les camping-cars ont déjà pris les bons postes. Et là voilà la première accélération de Tom Pidcock. Pour l'instant il n'a fait que réagir. Cette fois-ci c'est lui qui en met une. C'est un énorme effort, mais pour l'instant il y a encore des coureurs qui parviennent à le suivre, notamment le duo là de la Jacques Walula, Luc Plapp et Mauro Schmitt. Kevin Vauquelin, Jordan Jegat, Harold Terrada, Maxime Van Gils, Brandon McNulty sont aussi encore là. On va arriver au sommet, 10 points à prendre. Là, ça semble intéresser Jordan Jegat qui prend la tête. C'est pas vraiment une accélération, là, c'est vraiment pour passer en tête au sommet, prendre les 10 points. Mais sauf que Thomas Pidcock fait une accélération pour prendre ses 10 points. Et il va passer en tête. Et attention, le meilleur descendeur du monde qui va bien sûr faire cette descente à fond. Attention à ne pas prendre trop de risques en suivant la roue du Britannique. C'est un groupe de 9 coureurs qui est en tête. Tim Wellens pas très loin derrière à 10 secondes. Nicolas Broyard un petit peu plus loin à 20 secondes. Et puis Michael Matthews dans un groupe avec Mark Hirschi, avec Ben O'Connor, avec Raúl Garcia Pierna et quelques autres. Pointé à 35 secondes. Ça va être dur de revenir, même si l'écart n'est pas grand. C'est vraiment qu'en descente jusqu'à la fin. Descente très rapide pendant 15 km. Plus un faux plat descendant sur les 15 derniers. Ça va être compliqué pour Matthews de rattraper ce retard. 18 km de l'arrivée désormais. Et a priori, la victoire va se jouer dans un groupe de 10 coureurs. Avec 2 coureurs pour la Team Emirates. Attention quand même, Brandon McNulty et Tim Wellens qui sont là. Maxime Van Gils pour la Red Bull Bora Hansgrohe. Harold Terrada, très discret pour l'XDC Astana Team, mais toujours là. Kevin Vauquelin pour la Dead Company Neos qui a enfin un bon jour sur ce Tour de France. Un duo pour la Jayco, Luc Plapp et Mauro Schmitt qui ne roulent pas parce qu'il devrait bien plutôt le retour de Michael Matthews pointé 30 secondes à l'arrière. On a bien sûr Tom Pidcock et puis 2 Français aussi encore avec Clément Brassafonso pour la Groupama FDJ et Jordan Jegat. Alors, lequel de ces 10 est le plus rapide là si ça se termine au sprint? Tom Pidcock ou Maxime Van Gils probablement. Mais peut-être que ces 10 n'arriveront pas ensemble. Là, on a d'ailleurs une attaque de Tim Wellens. On va tenter de se défaire des autres, de finir en solitaire. Ça n'a pas marché pour Wellens, mais il y a Harold Terrada qui met un contre. Donc tout est encore possible dans le final de cette très belle étape. Enfin, très indécise, au scénario très sympa. Et là, impossible de dire qui va gagner pour l'instant. Et attention, on a un petit duo là qui a pris un peu d'avance avec Harold Terrada et avec Mauro Schmitt. Ils ont fait un bon trou là, ils ont 5-6 secondes d'avance. On n'a pas été vigilant. 13 km de l'arrivée. Et bien sûr, Luc Plapp là, il a son équipier devant. Du coup, il suit toutes les tentatives de contre. Attention, attention. Le duo Terrada-Schmitt là qui a peut-être fait le bon coup. Attention, ils ont 15 secondes d'avance là, le duo Harold Terrada et Mauro Schmitt. Ça commence à sentir bon, il reste encore 8 km. Derrière, on s'entend pas trop, on se met des attaques. Ça collabore pas très bien dans le groupe de 8 poursuivants du coup. Et on commence à perdre seconde par seconde. Alors que bien sûr, Terrada et Mauro Schmitt se livrent sans calculer. Et ensuite, on verra bien lequel des deux peut remporter le sprint. A priori, c'est vraiment du 50-50. Mauro Schmitt, battu d'un souffle l'an passé par Jonas Abrahamsen sur une étape du Tour de France. Est-ce qu'il va prendre sa revanche aujourd'hui ou est-ce qu'au contraire, il va être de nouveau le dindon de la farce, si vous me permettez l'expression? Ou est-ce que le groupe de l'arrière va parvenir à rentrer? C'est quand même peu probable parce que désormais, il y a 20 secondes. Ça sent bon pour le duo de tête. 2 km 500 de la ligne. Et le duo Harold Terrada, Mauro Schmitt a toujours 20 secondes d'avance. Kevin Vauquelin qui a tenté d'attaquer. Allez, c'est au tour de McNulty de mettre une attaque dans ce groupe de poursuite, mais c'est probablement trop tard. Devant, ça collabore bien. 2 km de la ligne pour le duo Harold Terrada, le Colombien, Mauro Schmitt, le Suisse. Mauro Schmitt, lui, il était dans l'équipée initiale des 37, alors que Harold Terrada, lui, il est venu dans le groupe de compte en compagnie de Mats Pedersen. Ils sont bien partis pour se livrer la victoire. Attention quand même au retour de Brandon McNulty. Mais a priori, ça sera bon pour ces 2 coureurs. Il faut faire attention à ne pas trop se regarder parce que j'ai l'impression que Mauro Schmitt quand même ne passe plus de relais là. 1 km 400 de la ligne. Oh, il joue de très loin Mauro Schmitt. Et il est tellement frustré probablement de ce qui s'est passé l'an passé face à Abrahamsen qu'il veut se donner toutes les chances de victoire. Mais aussi, voilà, c'est prendre le risque que ça revienne de l'arrière. Après, ils sont quand même là à la flamme rouge et Terrada qui roule, il n'a pas le choix. Ah non, il s'arrête lui aussi. Et derrière, c'est pas McNulty finalement, c'est Tim Wellens qui vient de mettre à contre.
Kevin Vauquelin qui tente de le suivi par McNulty, par Van Gils. Mais non, ça joue battu malgré tout, 20 secondes de retard. Mais c'est vrai que c'est assez arrêté quand même là pour Terrada et Maro Schmidt. Ils vont finir avec tout petit peu d'avance, probablement sur Tim Wellens. Il se retourne, 500 mètres de la ligne. Pour qui la victoire? C'est aujourd'hui pour un des baroudeurs, Maro Schmidt, Harold Terrada. Terrada, ça y est, il a bien joué, il a réussi à freiner pour être dans la roue de Maro Schmidt. Alors on est en mode pisteur, on est quasiment arrêté. Mais attention à Tim Wellens qui revient fort quand même de l'arrière. Mais c'est parti pour le sprint avec Harold Terrada qui met une énorme accélération pour l'instant. Terrada qui a pris l'avantage sur Maro Schmidt. Il a pris plusieurs mètres d'avance. Attention à Maro Schmidt qui est en train de remonter. Le duel sur la ligne encore entre Maro Schmidt et Terrada. Mais cette fois-ci c'est Maro Schmidt. C'est Maro Schmidt qui s'impose devant Harold Terrada. Ah pourtant il avait pris l'avance. Pidcock qui vient régler le sprint finalement. Rattraper Wellens et prend la 3e place. Dommage pour le Colombien. J'ai vraiment cru qu'il allait s'imposer. Mais finalement, c'est Maro Schmidt qui vient chercher la victoire et qui fera plaisir à toute la Suisse et tous les supporters suisses qui nous écoutent. Elle va lui faire du bien, il va être content bien sûr. Il va repenser à cette étape perdue il y a un an à Toulouse face à Abramsen. Cette fois-ci, le duel à 2 est pour lui. Et la Jack Kolula qui le mérite aussi parce que voilà, ils étaient vraiment surreprésentés avec 4 super coureurs. Ils avaient la carte Matthews, il y avait la carte O'Connor, Plapp et c'est finalement Schmidt qui s'impose. Il aura fallu attendre 13 étapes pour voir une victoire. Pour, on va dire, c'est un extraordinaire coureur, bien sûr, Maro Schmidt, mais ce n'est pas un décador ou un sprinter. Ils étaient 57 dans l'échappée à vouloir la victoire. Et c'est Maro Schmidt qui aura été le plus fort, le plus malin, le plus costaud et qui bat Harold Terrada au sprint. Il avait fait une très belle saison jusque-là, Maro Schmidt, 2e du classement général du Tour Down Under. Vainqueur de la Muscat Classique, d'une étape sur le Tour d'Oman, vainqueur du classement général et d'une étape sur la Settimana Internazionale Coppi Bartali. Il avait par contre déçu sur ses tours nationaux, sur le Tour de Romandie, sur le Tour de Suisse. On ne savait pas trop ce que ça allait être sur le Tour de France. Il a été très discret jusqu'à présent et là il a jailli au meilleur moment pour bien sûr remporter la plus belle victoire de sa carrière. Sa 14e, même s'il compte déjà aussi une victoire sur le Giro. C'était la première victoire de sa carrière en 2021. Une étape sur le Giro. Au niveau World Tour, il compte aussi une victoire sur une classique, la classique australienne de la Great Ocean Road Race l'an dernier. Mais là voilà, c'est le Tour de France. Très belle victoire, très beau vainqueur. Il s'est même permis de faire un petit wheeling là, en passant la ligne d'arrivée. Il a levé légèrement la roue. La preuve qu'il avait la confiance alors qu'Harold Terrada était vraiment juste presque au même niveau que lui. Derrière, c'est à 2 secondes que termine Tom Pidcock devant Maxime Van Gils, Brandon McNulty, Kevin Vauquelin, Jordan Jegat, Clément Brassafonso et Tim Wellens. Luc Plapp termine 10e à 11 secondes. Il a pu lui aussi célébrer la victoire de son coéquipier. Les échappés qui sont arrivés ensuite au compte-gouttes. 32 ont terminé avant le peloton. Un peloton qui a terminé à 7 minutes et 32 secondes. Ce qui va permettre à Tom Pidcock évidemment de faire un super bon au classement général. Et puis dernier du jour, Dorian Godon à 24 minutes et 57 secondes qui termine seul en dernière position mais qui termine malgré ses problèmes de blessure à cause de sa chute d'hier. C'est pas bon signe mais au moins il n'a pas abandonné. Dorian Godon au classement général, donc le principal changement c'est Tom Pidcock qui passe de la 10e à la 4e place. Le podium, Pogacar, Vingegaard et Evenepoel reste inchangé. Au classement par points, quelle bataille entre Pedersen, Philipsen et Girmay. Pedersen toujours leader et Jasper Philipsen est désormais 2e avec 3 petits points de plus que Bidiam Girmay. Au classement de la montagne, pas de changement pour Pogacar, largement leader devant Vingegaard et Carapaz. Ayuso meilleur jeune devant Sexas et Del Toro, mais attention parce que demain c'est grosse étape, très grosse étape. 155 km, près de 4000 mètres de dénivelé positif. On commence direct par un col de première catégorie. On refait ensuite le ballon d'Alsace et puis on termine par une montée inédite. Le col du Hague, 11 km à 7,2% de moyenne avec les derniers 2 km qui sont plutôt autour de 10% de moyenne. Une ascension qui vient tout juste d'être goudronnée. Donc voilà, toute nouvelle. Ça sera très intéressant. Ça sera le début d'un sacré week-end pour les grimpeurs et pour les coureurs du classement du général. Là, on peut oublier les échappés, ça sera très probablement déjà pour Pogacar. Et on verra ensuite la lutte derrière pour le podium.
Et pour les places dans le top 10 qui, on le voit, sont chères sur ce Tour de France, ça sera à suivre sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut monsieur qui me klaxonne et salut à toutes.